Donc, nos deux premiers conférenciers de l'après-midi vont nous parler un peu de leurs principaux constats sur le concept d'aliénation parentale au Québec, donc un projet de recherche en cours. Ils vont s'appuyer sur les données qu'ils ont récoltées dans le cadre d'un projet de recherche qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Patrick Ladouceur, à ma droite, est candidat au doctorat en service social à l'École de services social de l'Université d'Ottawa. Il détient une maîtrise en service social et un baccalauréat en sciences politiques et en droit. Et à l'extérieur du milieu universitaire, Patrick est activement engagé dans les domaines suivants: le bilinguisme et les communautés francophones, les enjeux LGBTQ et la santé communautaire, l'équité sociale. Simon Lapierre est professeur agrégé à l'École de services social à l'Université d'Ottawa. Il est l'un des membres fondateurs du collectif de recherche Femmes en vie et ses travaux de recherche se penchent sur les différentes manifestations des violences faites aux femmes, l'expérience et le point de vue des enfants sur la violence conjugale, ainsi qu'à la maternité en contexte de violence. Donc, bienvenue. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Alors, comme que ça a été dit, dans le fond, le but de notre présentation, c'est vraiment de faire une introduction ou d'en parler davantage sur quel est le discours en ce qui a trait à l'aliénation parentale au Québec. Je vais faire la première partie, puis Simon va prendre la relève par la suite et va présenter, dans le fond, vraiment les éléments qui comportent le discours comme tel. Juste pour vous parler un peu du projet de recherche, puis pourquoi est-ce qu'on est venu à faire cette présentation-ci, puis pourquoi est-ce que... Ah non, j'ai même pas... Oups. J'ai mes notes là, donc ça, bref. Alors, le projet de recherche comme tel, c'est un projet où est-ce qu'on essaie de comprendre davantage sur le discours d'aliénation parentale, mais aussi en lien avec la violence conjugale. Il est divisé en 4 parties, puis sont énumérées par-dessus, en fait. La première, c'est une analyse documentaire. La deuxième, c'est des entrevues avec des informatrices et des informateurs clés. La troisième partie, c'est une analyse de la jurisprudence, donc les décisions juridiques qui ont été prises en ce qui a trait à l'aliénation parentale. Puis la dernière, c'est des études de cas qu'on fait surtout avec des femmes, entre autres, ou avec des femmes, en fait, pour comprendre le vécu qu'ils ont à ce qui a trait à l'aliénation parentale. Dans le fond, la présentation comme telle, ou le projet, pardon, comme tel, c'est un projet qui est financé, comme que Isabelle l'a dit, par le Conseil de recherche et en sciences humaines du Canada. C'est un projet qui est sur 5 ans. Présentement, on est environ à 2,5 ans dans le projet. Et puis, ce qu'on vous présente, dans le fond, aujourd'hui, c'est les résultats de la première et la deuxième étape. Donc, l'analyse du Québec et les entrevues avec des informateurs et des informatrices clés. Lorsqu'on parle de l'analyse documentaire, on a analysé environ une 50aine de documents, des lois, des politiques, des rapports de recherche, différents documents, par exemple, pas nécessairement des pamphlets, mais des documents d'information publique. Et évidemment, il n'y a pas 50 documents qui disent voici c'est quoi l'aliénation parentale. C'est des documents, dans le fond, qui l'abordent indirectement ou qui font des liens avec d'autres termes qu'on va aborder aussi dans la présentation. Alors, on a fait une analyse du discours, qui est vraiment l'approche qu'on prend. En fait, c'est une analyse critique du discours. Puis avant d'arriver à cet élément-là de critique, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y en est en ce qui a trait à l'aliénation parentale. La deuxième partie, c'est dans des entrevues avec des informateurs et des informatrices clés. Donc, c'est des chercheurs, mais aussi des intervenants qui sont dans le domaine de la protection de la jeunesse, qui sont dans le domaine du droit de la famille et de la violence conjugale, qui en connaissent évidemment beaucoup sur la problématique, mais aussi sur leur champ d'expertise et qui ont pu, dans le fond, participer puis donner leur expertise comme telle. Alors là, je frappe ça. Parfait. En fait, la première section qui est très brève que j'aimerais, dans le fond, partager avec vous, c'est vraiment l'émergence du discours. Alors, au Québec, c'est quand et comment est-ce qu'on a entendu parler de l'aliénation parentale. Puis ce qui est intéressant, en fait, ce que les informatrices clés nous ont rapporté et les documents analysés, c'est que l'aliénation parentale, en fait, existe depuis les années 80, mais c'est un discours latent. Et ce qu'on entend par un discours latent, c'est que ça a été popularisé de plus en plus, et ça, dans les 10 dernières années. Mais ça existe depuis les années 80-95. On peut déjà avoir une idée que c'est en même temps que les écrits de Garner, etc., ont peut-être sorti, mais que ça existait, mais ce n'était pas autant utilisé, ce n'était pas autant popularisé. Ce qu'on voit par la suite, en fait, c'est qu'il y a eu une légitimisation et une institutionnalisation du discours. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça a été légitimé par d'autres façades, puis aussi institutionnalisé dans le discours de professionnels, mais aussi qui est plus public. Et ça, on le voit vraiment, dans le fond, dans sous... ça marche pas, hein? On vous a fait un beau petit diagramme.
Mais regarde, ça va être très simple, OK? Je vais vous le montrer comme ça va aller plus vite. Alors, en fait, je vais juste je vais vous le dire comme tel, mais on voit 3 éléments au discours qui sont à l'émergence et à la légitimation du discours qui sont séparés, mais aussi qui sont connectés. La première, c'est la modification à la loi sur la protection de la jeunesse qui a été modifiée en 2007. Il y a aussi la question des recherches universitaires qui ont permis à vraiment légitimer ce discours-là, puis la médiation. Et le but un peu de mon petit spiel dans cette présentation aussi, c'est vraiment de passer un par un puis de vous expliquer ce que les données nous ont dit à cet égard-là. En premier, c'est la modification à la loi sur la protection de la jeunesse. Alors, quand on regarde la loi comme telle, on apprend que suite aux amendements de la loi sur la protection de la jeunesse qui a introduit, dans le fond, les mauvais traitements psychologiques, les situations de l'aliénation parentale apparaissent comme une nouvelle réalité clinique posant des défis particuliers aux intervenants, mais aussi dans les services de protection. Juste avant d'aller plus en détail par rapport à ça, je veux juste mentionner qu'au cours de la présentation, vous allez voir certaines citations, dans le fond, qui ont un nom à côté. Ça, c'est des documents qu'on a analysés. Mais pour garder, évidemment, l'anonymat des informateurs et des informatrices clés qui ont participé à notre recherche et pour respecter leur confidentialité, on a seulement indiqué informatrice, en fait. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus pour certains des documents qu'on vous présente, ceux qui ont une citation, c'est ceux qui sont publics que vous pouvez consulter vous-même. Alors, ce qu'on voit, dans le fond, c'est que la majorité des informateurs clés, puis aussi des documents, disent, dans le fond, que la loi a permis de légitimiser le discours, que c'est par les mauvais traitements psychologiques que l'aliénation parentale est maintenant légitime en droit, donc par la loi. Juste passer à la prochaine. Oups, qu'est-ce que je viens de faire, là? Ouais, la technologie. Lorsqu'on arrive, par contre, à la loi par la suite, puis ça, ce que vous voyez, c'est vraiment, dans le fond, la loi comme telle. Ça nous apprend, c'est que, dans le fond, que l'aliénation parentale n'est pas définie, n'est pas expliquée. Et on parle aussi, dans le fond, de conflits sévères de séparation. Parfois, dans les discours, lorsqu'on regardait certains documents, on rencontrait certaines informatrices clés. Puis ça aussi, on ne le voit pas nécessairement dans la loi. Ce qu'on voit, par contre, la violence conjugale est présente, mais tout ce qui est, dans le fond, de l'aliénation parentale n'est pas présent. Et par la suite, on s'est demandé, est-ce qu'il y a une inclusion vraiment dans la loi de la protection de la jeunesse? Puis certains intervenantes nous ont aussi rapporté, puis dans ce cas-ci, c'est une intervenante qui travaille dans le domaine de la protection de la jeunesse, que dans le fond, c'est pas dans la loi, mais on va utiliser d'autres termes, d'autres noms, dans le fond, pour parler d'aliénation parentale. Dans ce cas ici, elle parle de violence conjugale, de conflit, séparation, de maltraitance, plutôt que d'utiliser l'aliénation parentale. Et donc, il y a vraiment une méfiance à utiliser ce terme-là comme tel. Et aussi, entre autres, parce qu'il ne fait pas partie de la loi. Donc, comment est-ce qu'on peut l'aborder de façon différente? Puis Simon va en parler davantage dans la deuxième partie de cette présentation en ce qui a trait vraiment à les raisons derrière ceci. La prochaine section, c'est au niveau des recherches universitaires. Alors, ce qu'on voit avec les recherches universitaires, c'est que, dans le fond, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question. Il y a des groupes de travail qui ont été formés pour essayer d'identifier, de comprendre davantage l'aliénation parentale. On voit que c'est des recherches, dans le fond, qui ont aussi été faites en partenariat parmi différents chercheurs dans différentes régions du Québec, ce qui ont apporté un rapport qui a été publié en 2013 par Malo Rivard, puis aussi une trousse de soutien à l'évaluation. Dans le fond, cette trousse-là donne aux intervenants un manuel de référence, un guide d'entrevue. Il y a aussi un inventaire complément d'indicateurs. Donc, qu'est-ce qui est de l'aliénation? Voici comment l'identifier. Un arbre de décision à prendre par la suite. Donc, ces éléments-là, en fait, ont été, dans le fond, utilisés dans la recherche. Puis ça a participé à cette légitimation-là aussi parce que maintenant, il y a des recherches plus récentes, plus concrètes qui peuvent, dans le fond, donner des outils aux intervenants et aux intervenantes et aux personnes qui s'intéressent, dans le fond, à ce qui est de la problématique de l'aliénation parentale. Tout à l'heure, j'expliquais c'est distinct, mais c'est aussi relié. On peut aussi faire le parallèle avec la loi. Donc maintenant, dans le discours, lorsqu'on disait que, dans la loi, on parle de mauvais traitement psychologique, c'est de l'aliénation parentale aussi. Par la suite, il y a des recherches qui aussi témoignent d'éléments similaires. Puis ça a participé, dans le fond, exactement à cette légitimation-là. Le troisième élément, je pense que c'est tout à fait intéressant, c'est là on a une interprétation de la loi, mais qu'on n'est pas trop sûr parce que certains disent, il ne faut pas trop s'en servir. Mais on a aussi par la suite les recherches et ensuite les médias. Donc, il y a des chercheurs qui vont carrément... je ne l'ai pas pensé. Mais...
Il y a des chercheurs, dans le fond, qui vont carrément dans les médias, qui vont parler un peu de leur recherche, de ce qu'ils ont découvert, puis aussi qui vont, dans le fond, participer à cette légitimisation puis cet encadrement-là au niveau du discours en ce qui a trait de l'aliénation parentale. Et donc, davantage dans les médias, et là, on parle de plusieurs différents médias. Ce n'est pas nécessairement certains médias. Radio-Canada en parle. On a vu un numéro spécial de la presse. D'ailleurs, cette entrevue-là, ça date de 2 jours, je crois, que ça l'avait passé à la radio. Il y a aussi un documentaire qui a été fait par Télé-Québec. Et donc, quand on regarde ces 3 éléments-là, on peut comprendre, bien, voici ce qui s'est passé dans les 10 dernières années pour qu'on parle de plus en plus d'aliénation parentale au Québec. Alors ça, c'était le but un peu de la première section de l'entrevue pour vraiment comprendre quand est-ce qu'on en parlait de plus en plus, puis c'est ça que les documents puis les chercheurs nous ont rapporté. Je vais passer la parole à Simon maintenant, qui va nous parler des éléments du discours. Merci, Patrick. Donc, en fait, est-ce que ça fonctionne, le micro? Oui? OK. Donc, en fait, Patrick a présenté les 3 différents mécanismes qui ont permis vraiment au discours sur l'aliénation parentale de passer d'un discours plus latent, utilisé par certains individus, mais peut-être de façon un peu plus marginale, à un discours qui est maintenant, ce qu'on constate, qui est maintenant institutionnalisé et qu'on utilise de manière beaucoup plus fréquente et peut-être de manière beaucoup plus légitime et explicite. Mais la deuxième chose qui nous a intéressés, c'est, bien, en fait, c'est quoi ce discours-là ou c'est quoi les principaux éléments de ce discours-là? De quoi on parle quand on parle d'aliénation parentale au Québec? Et en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui sont ressortis de nos analyses. Et je pense que ce qui est peut-être un des éléments qui est important de retenir, c'est que je vais vous présenter plusieurs éléments. Et quand on regarde au niveau des documents écrits, des documents produits, entre autres, par les chercheurs, il y a un effort de faire des distinctions et de bien définir différents concepts qui font référence, du moins selon les auteurs de ces documents-là, à différentes réalités. Donc, on peut voir qu'il y a cet effort-là de distinction. Par ailleurs, ce qu'on constate aussi, c'est que malgré cet effort-là, en fait, dans les discussions qu'on a eues avec les différentes informatrices, avec les différents informateurs clés, et notre hypothèse, c'est que probablement aussi dans la pratique quotidienne de différents intervenantes et intervenants sociaux, d'avocats et tout ça, bien, ces distinctions-là ne se font plus et la plupart de ces termes-là, en fait, deviennent utilisés de manière interchangeable sans qu'on ait ce même effort-là ou cette même possibilité-là de faire les distinctions, ce qui a, selon nous, évidemment, un certain nombre de conséquences. Donc, peut-être la première chose qui nous a frappé, en fait, c'est, on sait, puis bon, ça a été nommé à plusieurs reprises depuis ce matin, cette question ou ce concept du syndrome d'aliénation parentale ou du trouble chez l'enfant ou d'un trouble ou d'une condition chez l'enfant qui serait le fait de ce phénomène-là de l'aliénation parentale. Eh bien, quand on regarde, en fait, le discours au Québec, on voit que, en fait, il y a une distanciation générale par rapport à cette idée-là de l'aliénation parentale comme étant une condition, un trouble ou un syndrome. Et même le comité de réflexion sur l'aliénation parentale et les conflits sévères de séparation auxquels Patrick faisait référence tantôt, qui a été un des documents qui a vraiment permis cette institutionnalisation-là du discours sur l'aliénation parentale, en fait, se distancie explicitement des travaux de Gardner et du terme ou du concept d'un syndrome d'aliénation parentale. Donc, il y a de manière générale, en fait, une distanciation par rapport aux travaux de Gardner et au syndrome, à cette idée-là d'un syndrome ou d'un trouble chez l'enfant. Évidemment, il y a quand même quelques auteurs, chercheurs, acteurs, actrices qui continuent de se prévaloir de ce discours-là, dans Hubert Van Gazzegen, par exemple, mais qui, finalement, quand on regarde les autres écrits qui ont été produits au Québec dans les 10 dernières années, demeurent des personnes qui sont finalement assez peu citées par d'autres chercheurs universitaires. Peut-être parce qu'ils ont été davantage populaires en France et en Belgique, mais ça demeure je dirais, un discours qui est plus marginal, cette idée-là d'un syndrome ou d'un trouble chez l'enfant. Alors, si on ne parle pas d'un syndrome d'aliénation parentale, de quoi on parle, en fait? Eh bien, on parle, et en fait, la citation, juste pour revenir, le montre très bien, la citation du document qui dit, bien, en fait, on passe vraiment de cette idée-là d'un syndrome
vers une compréhension de l'aliénation parentale qui est davantage systémique. Et on parle maintenant vraiment davantage dans la plupart des documents, et je dirais dans le discours aussi des différentes informatrices et des informateurs qu'on a rencontrés, de l'aliénation parentale comme étant le fait d'une dynamique familiale dysfonctionnelle. Et évidemment, je dirais cette perspective-là, davantage, ou ce paradigme-là systémique dans lequel ce concept-là d'aliénation parentale s'inscrit, est évidemment aussi la perspective ou le paradigme qui est privilégié par plusieurs intervenantes et intervenants sociaux et par plusieurs institutions dans, par exemple, la protection de l'enfance. On sait que la perspective systémique et leur approche pour comprendre le monde, comprendre les situations qu'ils analysent et tout ça. Et donc, dans ce sens-là, cette définition-là de l'aliénation parentale concorde peut-être davantage avec leur culture organisationnelle et leur pratique au quotidien. Donc, on parle davantage d'aliénation comme une dynamique dysfonctionnelle qui s'inscrit, je vais revenir, dans un contexte souvent de conflits conjugaux, de conflits post-séparation, et donc où il y a vraiment minimalement trois acteurs, un parent aliénant, un parent aliéné et un enfant aussi qui est victime d'aliénation parentale. Et on dit bien que chacun de ces acteurs-là peut, entre autres dans le tableau aussi, peut jouer un rôle dans cette dynamique d'aliénation parentale-là. Par contre, on fait une autre nuance dans plusieurs des documents. Ce document-ci est issu de la trousse sur l'aliénation parentale dont on a fait référence à quelques reprises. Mais on fait une autre distinction. Donc, on dit on ne parle pas de syndrome, on parle plutôt d'aliénation comme une dynamique dysfonctionnelle, une dynamique familiale dysfonctionnelle. Mais on fait en fait une autre différence, et c'est ici un extrait d'un document de formation qui a accompagné la diffusion de la trousse, qui a été donné dans plusieurs centres jeunesse à l'époque et à plusieurs intervenants sociaux. Et en fait, ce qu'on dit, c'est il y a deux façons, il y a deux approches pour voir l'aliénation parentale. Il y a une approche dichotomique et il y a une approche d'un continuum. Et dans une approche dichotomique, en fait, il s'agit de déterminer est-ce qu'il y a, oui ou non, une dynamique ou à la limite un syndrome, mais est-ce qu'il y a, oui ou non, une dynamique d'aliénation parentale dans cette famille-là. Donc, ça exige une évaluation de la situation, de poser un certain jugement clinique et après d'être capable de défendre ce jugement-là en disant, ben oui, sur la base de notre évaluation, on est face à une situation d'aliénation parentale. Et ce qu'ils disent aussi, c'est, en fait, et ce que la plupart, en fait, des écrits disent et des chercheurs disent, c'est, en fait, si on est dans cette approche-là de dire, est-ce qu'il y a, sur la base d'une évaluation rigoureuse, oui ou non de l'aliénation parentale, on se rend compte qu'il y a très, très peu, finalement, de situations d'aliénation parentale. Mais ce n'est pas l'approche qu'on privilégie. On privilégie plutôt une approche d'un continuum, où on n'a pas besoin, en fait, de se positionner nécessairement s'il y a oui ou non de l'aliénation parentale, ou une situation d'aliénation parentale, mais où, finalement, on peut identifier différents comportements aliénants. Et ce qu'on dit, c'est, si on n'est pas dans le oui ou non dichotomique, puis qu'on est plutôt dans le continuum, puis qu'on identifie plutôt l'ensemble des comportements aliénants qui posent un risque et qui pourraient éventuellement devenir une situation d'aliénation parentale, eh bien ça, dans un contexte de conflits conjugaux, il y en a plein de comportements aliénants. Alors, on voit que selon comment si on fait des distinctions claires, selon comment on définit la situation, le problème auquel on est confronté, on arrive à des résultats extrêmement différents en termes d'ampleur du problème. Donc, très peu d'aliénation parentale, beaucoup de comportements aliénants. Mais comme je vous ai dit, après, quand on arrive dans les conversations et dans les pratiques, on a de la difficulté à faire ces distinctions-là, et donc ça amène aussi toute une confusion en termes d'ampleur du problème. Et il n'est pas rare, en fait, après de lire des documents produits, par exemple, dans des milieux de pratique, et certains des intervenants qu'on a rencontrés, de dire des choses comme, il y a beaucoup de situations d'aliénation parentale, comme le dit tel ou tel auteur, alors que l'auteur dit, non, il y a plusieurs comportements aliénants, mais il y a très peu de situations d'aliénation parentale. Et là, j'espère que vous me suivez, on est un peu dans les différents concepts, mais ce qui sont assez bien définis dans les écrits et qui, je pense, donne aussi des pistes si on veut remettre en question certains discours ou certaines pratiques.
Et donc, ce que plusieurs disent, c'est qu'il y a effectivement une distinction à faire entre l'aliénation parentale et les comportements aliénants. Et l'aliénation parentale serait une évaluation, mais l'aliénation parentale comporterait, et là, bon, différents documents disent un peu différentes choses en fonction notamment de l'âge de l'enfant et de la capacité de s'exprimer. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est pour qu'il y ait aliénation parentale, il faut que l'enfant soit aliéné. Alors que les comportements aliénants, il peut en avoir plein sans que nécessairement on puisse noter de l'aliénation chez l'enfant ou des conséquences même chez l'enfant. Donc, on fait cette distinction-là et ça amène même certains auteurs et certaines des informatrices clés qu'on a rencontrées à dire, bien, en fait, et c'est assez intéressant parce que certaines des informatrices qui ont, dans leur carrière, je dirais, fait la promotion de l'aliénation parentale ou du concept et des pratiques associées à l'aliénation parentale, qui disent, bien, en fait, le concept d'aliénation parentale est un concept vaseux, voire dangereux, pour citer l'informatrice ici. Donc, on ne devrait pas utiliser le concept d'aliénation parentale, mais on devrait plutôt utiliser celui de comportement aliénant. Parce que pour plusieurs, ça change tout, en fait, utiliser un ou l'autre. Et voici, par exemple, un certain nombre de comportements aliénants. Ici, on fait référence aux comportements aliénants qui sont présentés et repris dans plusieurs documents. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que les comportements aliénants sont essentiellement les mêmes que les indicateurs d'aliénation parentale et sont finalement essentiellement les mêmes que les indicateurs du syndrome d'aliénation parentale définis par Garner. Donc, bon, en fait, je vous laisse tirer vos propres conclusions pour l'instant. Évidemment, la notion de conflit est un élément extrêmement important dans tout ce discours-là sur l'aliénation parentale. L'aliénation parentale se produirait, ou les comportements aliénants se produiraient généralement dans un contexte de conflit, souvent dans un contexte de conflit post-séparation. Et un des éléments qui est associé à ça, c'est aussi cette idée de conflit de loyauté-là chez l'enfant. Donc, comment, et plusieurs informatrices clés y ont fait référence, comment finalement de voir un conflit de loyauté chez l'enfant devient un indicateur mesurable chez l'enfant de l'aliénation parentale produite par les parents. Et je trouvais que c'était important de le mentionner parce que je sais qu'il y a plusieurs, notamment des intervenantes en violence conjugale dans la salle, et c'est un des concepts qui a été, selon moi, mobilisé et dont les intervenantes et les chercheurs en violence conjugale ont fait la promotion de cette idée-là de conflit de loyauté. Et on voit que c'est un des concepts qui, en fait, alimente cette idée-là d'aliénation parentale. Et évidemment, il y a un concours de circonstances, mais il y a peut-être une réflexion à faire, à pousser autour de ce concept-là aussi. Donc, on l'utilise surtout, on l'a mobilisé autour de cette idée des conflits. C'est une dynamique dans un contexte de conflits conjugaux. Qu'est-ce qui en est des fausses allégations d'abus sexuels ou d'agressions sexuelles? Parce qu'on se souvient qu'essentiellement, c'est autour de cette idée-là qu'est née la théorie, que s'est développée la théorie de Garner. Bien, en fait, de façon intéressante, beaucoup d'auteurs n'y font pas référence. Quand on fait une recherche dans les documents, dans nos entrevues avec les informateurs clés, cette idée-là des fausses accusations d'abus sexuels n'est pas un thème central. On est vraiment, au Québec, on l'a plutôt mobilisé autour des conflits post-séparation et comment un parent utilise l'enfant ou amène l'enfant à rejeter l'autre parent dans un contexte de conflit avec toutes sortes de comportements qui étaient dans la grille tantôt, mais beaucoup moins autour de l'abus sexuel. Il y a certains documents qui font des mises en garde et qui disent, comme ici, c'est dans la trousse ou dans le manuel de formation qui accompagne la trousse sur l'aliénation parentale, qui dit, bien, il faut faire attention parce qu'en fait, les données nous montrent qu'il y a finalement, ben, eux disent très peu ou en tout cas assez peu de fausses accusations d'abus sexuels chez les enfants. Donc, il faut faire attention. En même temps, dans les entrevues qu'on a fait avec les informatrices clés, celles qui sont plus proches du terrain, quand on leur a demandé de nous donner des exemples de situations d'aliénation parentale auxquelles elles avaient été confrontées, ben, parmi les exemples, et on a mis une citation ici, il y a quand même des situations qui ressortent et ils nous ont donné relativement peu en termes de nombre d'exemples, et il y a un certain nombre de situations qu'ils nous ont données où, effectivement, ils font référence à des fausses accusations d'abus physiques ou d'abus sexuels. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est à l'extérieur ou évacué du discours. C'est quand même là,
du moins, il semble dans la pratique, mais peut-être un peu moins dans le discours écrit ou dans le discours plus formel. Pour ce qui est de la violence conjugale, en fait, c'est intéressant parce que la plupart, il y a toujours des nuances à faire, mais la plupart des auteurs disent les comportements aliénants sont le fait d'un parent qui, par ses comportements, amène l'enfant ou tente d'amener l'enfant à rejeter son autre parent sans motif raisonnable. Et la plupart et là, il y a certaines aussi nuances. La plupart des auteurs disent s'il y a un motif raisonnable, en fait, si, par exemple, de limiter les contacts avec l'autre parent est dans le meilleur intérêt de l'enfant, on ne devrait pas parler d'aliénation parentale. Après, il y en a qui disent on peut quand même, ça demeure des comportements aliénants, mais ils sont justifiables, donc il y a aussi différentes nuances à faire. Mais en gros, on dit sans motif raisonnable. Et donc, on n'ira pas en détail sur la question de la violence conjugale, mais il y a quand même la question de est-ce que la violence conjugale est un motif raisonnable? Est-ce que la violence de l'homme à l'endroit de sa conjointe ou de son ex-conjointe, ou même à l'endroit des enfants, est un motif raisonnable pour vouloir tenter d'éloigner l'enfant de son père? Et là, c'est intéressant parce que, encore là, en fait, peut-être étonnamment pour nous, plusieurs des documents disent « Attention, si on parle d'enfants qui ont été exposés à la violence conjugale, si l'homme avait des comportements violents, c'est un motif raisonnable pour ne pas parler d'aliénation parentale. » Donc, on ne devrait pas, et il y a presque un quasi-consensus autour de ça, qu'on ne devrait généralement pas parler d'aliénation parentale lorsqu'il y a violence conjugale. Mais c'est jamais si simple, et il y a quand même un certain nombre de problèmes qui s'ajoutent à ça. D'une part, c'est généralement ça mis dans un encadré en bas d'une page, dans un document de 25 pages. Donc, pas si évident. En fait, ça ne nous saute pas aux yeux quand on lit le document. Il n'y a aussi aucun outil qui est donné pour distinguer, oui, mais quand est-ce qu'on parle de violence, quand est-ce qu'on parle de conflit, et on sait aussi par d'autres moyens, par d'autres recherches, que c'est un des problèmes majeurs sur le terrain. Mais donc, ces outils-là ou ces écrits-là sur l'aliénation parentale ne nous permettent pas nécessairement de faire la distinction. Mais aussi, ce que les entrevues, notamment avec les informatrices clés, nous ont permis de voir, c'est aussi qu'on parle ici d'une vision extrêmement restrictive de la violence conjugale. D'une part, la plupart des informatrices clés, quand on leur a posé des questions sur la violence conjugale, l'ont limité à la violence physique, ce qui peut paraître quand même un peu étonnant en 2018. Et l'autre élément, c'est que c'est comme si, lorsque la violence conjugale se produit lorsque les parents sont ensemble, et toute la reconnaissance de la violence post-séparation ne semble pas être très présente dans le discours, ce qui est, bon, évidemment, extrêmement problématique. Mais l'autre élément qui est extrêmement problématique, c'est qu'en fait, cet avertissement-là ou ces mises en garde-là de dire, bien, lorsqu'il y a violence conjugale, c'est un motif raisonnable, c'est aussi accompagné de l'idée qu'il y a beaucoup de fausses accusations de violence conjugale. Alors, quand on pense que cette idée-là, ce concept d'aliénation parentale-là est vu comme un outil pour des intervenants qui se retrouvent face à des couples ou à des familles où Madame dit X, Monsieur dit Y, l'aliénation parentale nous aide à comprendre ça. Bien, généralement, quand Madame dit « je suis victime de violence conjugale », Monsieur dit « c'est pas vrai » dans la majorité des cas. Et dans ce cas-là, en fait, c'est lequel des deux éléments va avoir préséance? Est-ce qu'on va dire « je crois Madame » et donc c'est un motif raisonnable pour ne pas parler de l'aliénation parentale? Ou est-ce qu'on va dire « ben ils disent deux choses différentes, ça m'embête, je sais pas trop quoi faire, donc on va parler d'aliénation parentale ». Donc, c'est deux éléments qui ne peuvent pas être combinés. En fait, il y a comme un choix à faire et je pense, en tout cas, on sait que dans certains cas, quel type de décision est prise dans ce contexte-là. Oui, alors rapidement, en fait, Isabelle l'a mentionné ce matin, ça a été mentionné à quelques reprises, il y a quand même des parallèles à faire entre ce discours-là sur l'aliénation parentale et le discours antiféministe et masculiniste. Cette idée-là, clairement, des fausses accusations, je vais juste reprendre mes notes que j'avais mises ici, cette idée-là des fausses accusations est certainement un élément de concordance avec le discours antiféministe. Toute cette idée-là aussi de positionner les hommes comme des victimes, victimes des femmes, victimes du système, victimes des intervenants, victimes de la société, est aussi un élément de concordance avec le discours masculiniste.
de aussi faire la promotion du droit des pères. Et je sais que souvent, plusieurs vont dire, en fait, on ne fait pas la promotion des droits des pères, on fait la promotion des besoins des enfants de voir leur père, mais c'est aussi des discours qui sont interreliés. Et que finalement, c'est souvent utilisé ou indirectement, en tout cas, c'est un discours qui contribue à cette idée-là de promouvoir le droit des pères et la nécessité pour les enfants d'avoir un lien maintenu avec leur père, peu importe les comportements de ces derniers-là. Et il y a évidemment aussi toute cette minimisation-là de la violence masculine et des conséquences de cette violence-là sur les femmes et les enfants, qu'on voit notamment lorsqu'on a une vision aussi limitée de la violence conjugale et de ses conséquences, et que malgré une histoire de violence conjugale, on va quand même faire la promotion du maintien des contacts avec le père parce que les parents ne sont plus ensemble et donc il n'y aurait plus de violence. Donc, je pense que c'est des éléments à pousser la réflexion plus loin, mais on voit, et pour nous, c'est assez évident en fait qu'il y a vraiment des points de concordance avec le discours antiféministe. Et peut-être pour terminer, en fait, ce qu'on a vu au Québec, c'est quand même, je dirais récemment, l'émergence. Je pense qu'on est encore à l'étape de l'émergence, en fait, d'un contre-discours qui s'est articulé, en fait, dans l'émergence d'une critique féministe. Et je dirais qu'au Québec, actuellement, que ce contre-discours-là, c'est surtout articulé autour de, non pas d'une critique du concept comme tel ou des théories comme telles, mais je dirais qu'à cette étape-ci, la critique, c'est surtout articulée autour de l'utilisation de ce concept-là dans les pratiques en protection de la jeunesse ou en droit de la famille, et particulièrement auprès des femmes victimes de violences conjugales. Isabelle y a fait référence ce matin, on a écrit quelques articles, mais on a vu aussi que les maisons d'hébergement, les personnes qui travaillent dans le domaine de la violence conjugale se sont quand même positionnées à différents moments dans les dernières années. Mais c'est un contre-discours qui, je dirais, est en émergence. Et je conclurai en disant qu'il reste probablement encore beaucoup de travail à faire. Notre projet, Patrick a mentionné, c'est un projet de 5 ans, donc on espère qu'il va en fait contribuer à peut-être cette réflexion-là et ce contre-discours-là. Mais s'il y a un élément sur lequel j'aimerais finir, c'est que je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'on aurait pu... le fait de critiquer les travaux de Garner et cette idée-là du syndrome d'aliénation parentale peut être porteur d'espoir, de dire on va critiquer le syndrome, on va critiquer les travaux de Garner. En fait, on aurait pu concentrer nos efforts là-dessus pour changer les choses en disant c'est un syndrome et c'est une théorie qui est extrêmement problématique, ce avec lequel je suis totalement d'accord. Mais ce qu'on voit, c'est que, en fait, en critiquant cet auteur-là, ces travaux-là et ce concept-là, on a en fait ouvert la porte à d'autres concepts qui l'ont remplacé et qui, à la limite, maintenant, sont beaucoup plus larges et inclusifs et permettent d'inclure un nombre beaucoup plus large de situations dans cette idée-là de l'aliénation parentale ou du comportement violent. Et donc, je pense que s'il y a un élément à retenir en termes de continuer cette réflexion-là et ce développement d'un contre-discours, c'est qu'il ne suffit pas de remettre en question et de critiquer et de changer des concepts ou des théories, mais il faut remettre en question et changer l'ensemble du discours et tous les autres discours qui le maintiennent, parce que sinon, les discours se transforment, mais finalement, on parle toujours de la même chose et c'est toujours les mêmes femmes et les mêmes enfants qui sont blâmés et pour qui la sécurité est remise en question. Voilà.